Hop, là je fais une petite vidéo. Tout à l'heure on va commencer par les échecs. Salut, salut tout le monde. En fait, Lee, j'apprécie beaucoup ses vidéos, j'en découvre au fur et à mesure. C'est une personne en fait que j'ai trouvé qui a vraiment mon langage. J'ai pas trouvé d'autres mots sur les asymptotiques, toutes les relations qu'il a faites. Et là, il y a une chose qui m'a vraiment impressionné, parce que moi, j'avoue que pour le moment actuellement sur la planète, on va dire de ceux que j'ai rencontrés moi personnellement, il n'y a qu'une personne qui a relativisé le sens des Big Bang. Et il en parle très bien. Et en plus, d'après ce que j'ai appris, ce que je viens d'apprendre sur cette vidéo, il y avait une personne, donc après, au fur et à mesure, je vais me pencher sur YouTube sur cette personne, qui avait démontré en fait une équation à l'époque qui est justement ce commencement, le Big Bang, il a été erroné. Lui dit que partout dans les espaces, il y a eu plusieurs Big Bang, il y a eu le même phénomène en fait. Donc on va retourner dessus et on va relativiser en fait l'espace. On va parler d'interstellaire. Après, je vais enchaîner sur la vidéo interstellaire. Vous allez voir. L'épisode 5, on a vu que les horloges en mouvement tournent moins vite. Donc si vous abandonnez votre jumeau sur Terre pour faire le tour de l'univers, alors votre jumeau va vous voir aller très vite et donc voir votre horloge tourner moins vite. Et du coup, pendant que 50 ans passent pour votre jumeau sur Terre, il est possible que seulement 1 an ou 2 se soit passé pour vous dans votre vaisseau. Du coup, quand vous reviendrez sur Terre, vous serez plus jeune que votre jumeau. Tout va bien? Pour le raisonnement. C'est vrai que... Ce qui se passe, c'est qu'on raisonne dans votre référentiel. Dans votre référentiel, c'est votre jumeau qui est en mouvement. C'est donc son horloge qui tourne moins vite. Du coup, par le même raisonnement que précédemment, vous devrez conclure cette fois que vous serez plus vieux que votre jumeau. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a une contradiction fondamentale au cœur de la relativité? La réponse de base pour résoudre ce paradoxe consiste à faire la remarque que pour revenir sur Terre, vous avez dû faire demi-tour à un certain point. Du coup, vous n'êtes pas resté dans un référentiel inertiel et la relativité restreinte ne s'applique donc pas à votre référentiel. Le deuxième raisonnement que l'on a fait est donc faux. Sauf qu'en réalité, il est tout à fait possible que votre vaisseau ait fait le tour de la galaxie et revienne sur Terre, et ce, sans n'avoir jamais accéléré. En voici un exemple tout bête. Décollez à très grande vitesse et coupez les moteurs. Vous suivrez une orbite autour de la galaxie autre que celle que suit la Terre. De façon cruciale, le long de cette trajectoire, vous ne subirez aucune force, même pas la force de gravité, car la gravité n'est pas une force. Et du coup, quand vous reviendrez sur Terre, serez-vous plus jeune ou plus vieux que votre jumeau? La réponse réside dans la métrique de l'espace-temps. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, le temps passe, et on est donc constamment en mouvement à travers l'espace-temps. On suit nos trajectoires à travers l'espace-temps. Le rythme auquel passe le temps dépend alors justement de cette trajectoire. Il se trouve que les trajectoires en ligne droite sont des maximiseurs locaux du temps qui se passe entre deux points de l'espace-temps. Alors, le sens de ce que je viens de dire est en fait un petit peu délicat. Ce que ça veut dire, c'est que si on prend une ligne droite à travers l'espace-temps, et si on perturbe légèrement cette ligne droite, alors le temps va passer moins vite le long de la trajectoire modifiée. Autrement dit, si votre jumeau suit la ligne droite et si vous suivez la ligne modifiée, alors au bout du chemin, vous serez plus jeune que votre jumeau. En un certain sens, en ne suivant pas la trajectoire en ligne droite, vous avez fait de plus grands pas à travers l'espace-temps à chaque unité de temps. Et du coup, vous arriverez au bout de la trajectoire en moins de temps. Sauf que contrairement à ce qui se passe dans une course, vous n'aurez pas à attendre votre jumeau. Oui, car je vous le rappelle, ce qui est dessiné est l'espace-temps, pas l'espace. Ok. Mais qu'en est-il maintenant de deux lignes droites qui se coupent à deux reprises dans un espace-temps court? Bien, ça dépend de la courbure en différents points de l'espace-temps. Et c'est là qu'il faut faire de longs calculs très compliqués. Ouais, c'est rien. C'est des racines, ils collent les racines haut, bas et gauche, droite. Des cosinus, sinus et l'hypoténus. Il n'y est plus. Tu as encore du sinus et cosinus, quoi. Si votre trajectoire se rapproche, Et ils les collent. alors c'est bien. Bah, ça forme des donuts qui se torsadent quand vous en faites plusieurs, en fait, dans un même espace de base. C'est un peu compliqué, mais ça tourne, en fait. Mais si vous pensez que ça, c'est bizarre, vous n'avez encore rien vu. Alors, on va revenir dessus, vous allez voir, je vais les casser tout de suite. Hein. Mais il est bon, lui, il voit bien, en fait, parce qu'il va dans mon sens. Vous allez comprendre. Le mathématicien Kurt Gödel, que l'on considère souvent comme le plus grand logicien de tous les temps, surprit Einstein pour son anniversaire. Là, je vais recommencer après, vous allez voir. Ordinaire. Il offrit à Einstein une nouvelle solution cosmologique incroyablement
équations de la Einstein. relativité Salut générale, Albert. l'univers de Gödel était si courbé que des trajectoires en ligne droite de l'univers pouvaient être amenées. Oh, laisse tomber, mais lui, c'est vraiment, il est parti dans un délire. Les équations d'Einstein autorisées. C'est Spock, quoi. Voyage dans le passé. Si l'univers est tel que Gödel l'avait décrit, alors il existe des trajectoires à travers l'espace-temps en ligne droite qui rebouclent sur elles-mêmes, c'est-à-dire qui reviennent dans leur passé. C'est super bizarre, si bizarre, qu'Einstein rejeta la validité physique des solutions de Gödel, bien qu'il en reconnaissait la validité mathématique. Bah oui, c'est bien pour de la fiction. C'est vraiment quelque chose qu'Einstein a fini par regretter. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment du mal à... C'est pas une synthèse naturelle. Et vous pouvez imaginer pourquoi l'univers de Gödel n'interdit pas les paradoxes du grand-père. Ouais, laisse tomber. Si vous pouviez revenir dans le passé, vous risqueriez de tuer par accident votre grand-père. Mais si votre grand-père meurt avant d'avoir donné naissance à votre père, alors votre père ne pourra pas vous donner de naissance et vous ne seriez pas né. Pire, vous ne seriez pas retourné dans le passé et vous n'auriez pas tué votre grand-père qui aurait donné naissance à votre père, auquel vous aurez donné naissance et donc vous seriez né, mais vous seriez retourné dans le passé et vous auriez tué votre grand-père qui aurait donné naissance à votre père, mais vous aurez donné naissance et vous aurez plus raconté que votre père, votre père, vous aurez... Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas à la fois être né et ne pas être né. C'est pourquoi la plupart des physiciens rejettent aujourd'hui la possibilité du voyage dans le passé. Même si un logicien pur comme Gödel ne pourrait pas se permettre de rejeter une telle possibilité. Ah, Gödel, je peux vous dire que la réalité générale, ce n'est pas le seul domaine qui Ah a ben, faut complètement chercher, peut-être bouleversé. qu'il y a autre chose. Quelques décennies plus tôt, Gödel avait déjà prouvé que la consistance des Ah, mathématiques il fait parler des équations. ne pouvait pas être prouvée. Ça veut pas dire. La dernière fois, on a parlé de la théorie du Big Bang et Graphir PVP pose la question de la distance qui nous sépare de cette origine de l'univers. Alors, pour dire ce que dit si souvent Étienne Klein, la première chose à dire, c'est que le Big Bang n'est pas forcément l'origine de l'univers. Selon la théorie du Big Bang, tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un passé très lointain. Ouais, je suis là-dessus en plus, c'est pour ça que. Cette présentation de matière s'est étendue à travers. Moi, comme j'ai pas les machines, je fais des recherches, je prends leurs résultats et je calcule avec. Une expansion de tout l'espace-temps. Du coup, tout point de l'espace-temps était un point du Big Bang mais dans le passé. En tout cas, tout l'espace-temps observable. Ça, c'est super ce qu'il vient de dire. Parce que c'est exactement ce que je vois dans la structure. Et c'est elle qui me fait voir ça, parce que moi, je peux pas. Était à l'origine un point du Big Bang. Cependant, il y a une distance temporelle qui nous sépare du Big Bang. Et là, je peux vous dire que le Big Bang se trouve à 13,7 milliards d'années. Ben, je vais prendre ce numéro-là, On peut poser 13,7. une question un petit peu différente, à savoir où se trouvent les particules qui ont émis la lumière du fond diffus cosmologique que l'on observe aujourd'hui sur Terre. Et là, il faut faire un tout petit peu attention, puisqu'entre le moment où ces particules ont émis cette lumière et le moment où nous, on la reçoit, ces particules se sont éloignées de nous. Quand on fait les calculs, on se rend compte que la distance... Ben, elles sont toujours là, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas une image du passé. Hein. C'est une image c'est la trace, c'est sa trace. Elle est toujours là et elle se développe en fait depuis. Voilà. Tom B nous demande s'il est possible qu'il y ait eu une soupe primordiale sans qu'il y ait eu de Big Bang. Si on en croit la théorie de la relativité générale, en tout cas si on suppose que l'espace est homogène, on doit appliquer à ce moment-là les équations de Friedmann. Et du coup, si on sait que dans le passé l'univers était plus petit qu'il ne l'est aujourd'hui, il y a plus de 36 000 solutions, il me semble qu'il faut alors conclure qu'il y a eu un Big Bang. Ça correspond un petit peu à ce que disait Laplace à propos des équations de Newton, où il disait que si un être... Parce qu'en fait, c'est plus plausible de ce qu'on a actuellement, mais je vais y revenir, vous allez voir. Et toutes les forces d'interaction entre elles, alors il devrait pouvoir calculer le futur, mais aussi le passé, il connaîtrait en fait tout de l'espace-temps, juste en mesurant ce qui Ça concilie en fait certaines choses et il n'y a plus de paradoxe. Comme à chaque fois en fait. J'ai envie de dire qu'à ce moment-là, tout est possible, en particulier en théorie des cordes, apparemment, on a très bien la théorie des cordes, mais apparemment, le Big Bang serait un rebond ou quelque chose comme ça. Du coup, il n'y a pas vraiment eu de singularité. En tout cas, la théorie des cordes permet d'exclure toute singularité dans l'espace-temps. Enfin, William Benel me reproche de ne pas avoir parlé de la fantaisie de Gamow. Gamow, c'est vrai que c'est un personnage haut en couleur. Et en particulier, à un moment dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de Alpher, Bethe et Gamow. Il y a une histoire assez amusante derrière. Alpher était alors l'étudiant de Gamow, et Gamow connaissait aussi très bien Bethe. Et il trouvait ça juste marrant que d'inclure Bethe dans la discussion, parce que ça faisait Alpher, Bethe, Gamow, donc quasiment Alpha, Beta, Gamma. Et d'ailleurs, le papier
couper entièrement tout ça, il a quand même rajouté à côté de B2 in absentia. Et il a envoyé ce papier, sauf que ce papier est tombé dans les mains de B2 au moment du peer review. B2 a tout de suite compris la blague de Game of, du coup il a barré in absentia, en sous-entendant qu'il voulait faire partie de cette blague historique que voulait faire Game of. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. La prochaine fois, on va parler des trous noirs de la réalité. Restez uniquement dans le cadre de la France. On va revenir sur quelques phénomènes ici, comme ça on va bien discerner ce que je vais dire. Et vous allez voir. Les restreintes ne s'appliquent pas à d'autres référentiels. Les référentiels. Raisonnement que l'on a fait. En fait, ici, là, ce que vous devez comprendre, moi, là, dans mon raisonnement, je vais vous donner un schéma très simple. C'est-à-dire que quand une personne va, par exemple, je prends le TGV, je vais au Japon, où on va dire le point à l'opposé, voilà. Je vais revenir, on va dire, derrière moi, je regarde le nord, donc je vais arriver vers le sud, je pars vers le pôle nord, et je reviens, en fait, je fais une circonférence. Donc j'arrive derrière moi, au dernier point. Si je fais ça métriquement, on va dire, il y a on va dire 44 000 de diamètre sur une file linéaire, comme ça, vous avez vu. Donc moi, je vais m'arrêter à 44 millions, enfin c'est 44 millions de circonférence. Bon, c'est plus l'équateur, là, je l'ai changé, hein, pôle nord, pôle sud, mais on fait comme on veut, vous voyez, c'est juste une échelle. Donc, je prends la vitesse d'un TGV et je prends un mec qui a une 103, tu vois, pour faire le même trajet. Donc, là, la distance, ce que je veux dire, la notion physique entre la distance et le temps, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que le type qui va prendre le TGV, il va aller par rapport à la vitesse du TGV. Le type qui va prendre son 103, ben, il va aller par rapport à la vitesse. Il sera obligé je veux dire, il ne va pas être plus vieux ou plus jeune. Quand on calcule un temps, c'est le temps vis-à-vis de la lumière, donc de la vitesse. Donc eux, ils font un paradoxe entre la métaphysique et la relation entre les dimensions. Donc c'est pour ça qu'ils partent en freestyle. Alors que pour moi, si tu prends un vaisseau, par exemple, qui va à la vitesse de la lumière, vous comprenez ce que je dis, c'est plus un 103, c'est plus... là, on va faire en sorte qu'on a réglé les problèmes des lois physiques. C'est-à-dire que les protons, les photons, bah, c'est comme des cailloux. À cette vitesse-là, il ne faut pas que ça touche l'objet en question parce que ça fait exploser. Tu vois, là, c'est de l'atomique à ce niveau-là. Donc, il faut trouver, en fait, un effet pour que ce vaisseau-là, dans son espace autour de lui, il y a un effet chimique. Il y a un effet avec l'air, avec tous les éléments, en fait, qui fait que ça crée comme une petite barrière. C'est-à-dire que les éléments, en fait, elles passent autour. Bon, il faut faire ça par des lois physiques. Hein. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les électrons entre eux, les positifs, les négatifs, les neutrons, tout ça, et faire en sorte que, bah, justement, bah, ça ne touche pas. C'est-à-dire que physiquement, les fractales entre elles, bah, elles se décalent, elles sont parfaitement ordonnées dans le champ. Ce qui fait que le vaisseau, en fait, au bout du compte, quand on parle de vitesse de lumière, il ne fait que de glisser d'un point à un autre. On ne peut pas parler d'accélération, on ne peut pas parler de décélération. Il va faire que de glisser d'un point à un autre. C'est-à-dire qu'il va être lui-même conditionné par rapport à là où ça va pousser, on va dire, par rapport à la poussée, tout simplement. Donc il faut comprendre par là, ce que je veux dire, c'est que dans une distance donnée, c'est-à-dire par rapport à un chemin, imaginons que l'espace est un peu comme notre système solaire. C'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil. Ben, on va imaginer que toutes les galaxies de l'espace tournent autour d'un point central, mais qui est infini après. Autour de ces galaxies, on voit plein de flocons de neige, mais elles ont tous le même mouvement harmonique. C'est-à-dire que, en fait, si on part de n'importe quel point à la vitesse de la lumière, ça reviendra, comme je vous ai dit, avec la 103 et le TGV, sauf qu'il n'y a plus de 103, il n'y a plus de TGV, on est dans un... Se dire, bah tiens, si je veux, bah, je le règle à 20 minutes de trajet. Si je veux, c'est instantanément. Parce que c'est à la vitesse de la lumière. Donc à partir de là, la lumière, en plus, elle fait 300 millions, en fait, tu vois, c'est-à-dire que vous coupez 1 milliard par 3 et voilà, vous arrondissez. En fait, ça fait 3, à la fin, il y a un 6. Ça fait 3 et à la fin, il y a un 6. Ça fait 9. Même si on descend, j'ai vu plusieurs fois leurs calculs. Moi, c'est comme ça que je trouve, parce qu'au bout du compte, il y a des poussières et je les ai comblées, ces poussières-là, par rapport à une harmonie dans l'architecture. Donc moi, je tombe sur une moyenne toujours de 9. C'est comme ça. Enfin bref, au bout du compte, ce que j'essaie d'expliquer, si on ne pense pas comme ça, on va automatiquement mélanger la physique. On va se dire que oui, le gars, il va vieillir. Mais en fait, il ne va pas vieillir. C'est juste qu'il a été plus vite. Le mec, on va aller plus loin. Vous allez voir que là, avec les schémas, ça va être plus clair. Donc je le rejoins. Mais
il y a une chose que lui, il croit pas. Lui, il pense qu'il n'y a eu qu'un seul Big Bang parce que je comprends ce qu'ils disent. Même dans ces schémas, ça se voit. Alors attends, moi je veux là où il y a à un moment donné, il met des petits traits. Voilà. Donc en plus ici, c'est nickel. On voit la distorsion de l'espace, on va dire. Donc voilà, ici, regardez, on voit ma souris. Alors je vais zoomer. Donc vous voyez la souris. Donc sur la ligne rouge, si, regardez, hein, c'est très simple. Le mec en 103, on va dire, il va aller là. Et le mec qui avait le TGV, il va aller là. Le TGV, on sait automatiquement qu'il va arriver en premier. Et l'autre, le temps par rapport à sa vitesse, on ne va pas parler des aléas, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de perturbation, c'est des vitesses constantes. Donc, lui, il va arriver instantanément si par la vitesse de la lumière, puisque là, c'est un trajet qui n'est pas, on va dire, déterminé dans le sens où on s'en fout. Voilà, on prend une circonférence. Bon, on a coupé la circonférence, on l'a mis en ligne droite. Voilà, c'est ça. Donc, instantanément, il va se retrouver, en fait, au même point. Donc, il va attendre. Le mec, s'il fait, regardez, écoutez-moi bien, s'il fait par exemple, aujourd'hui on est à la vitesse de la lumière, hein, pardon, excusez-moi, du son pratiquement. On arrive dans les vaisseaux, les gars, ils arrivent à accepter des charges qui s'en approchent, tu vois. Donc, on va dire que bientôt, ils vont organiser l'ergonomie pour pas qu'à l'intérieur en fait, de l'avion, on a cette charge, comme dans un TGV. C'est-à-dire le TGV, quand il roule, quand il décélère un petit peu ou il avance, les gens dedans, ils ne bougent pas dans tous les sens, quoi. Vous voyez, il y a une ergonomie. Là, c'est la même chose. On va imaginer le mec qui va à la vitesse de la lumière ici et là, le rapport, il est où? Ils vont arriver en même temps. Il y a plus de... Parce qu'elle est réglée par rapport à cet espace. Nous, on sait que quand tu allumes, instantanément, ça va à toutes les distances. Donc la vitesse de la lumière nous suffit par rapport à régler cet espace. Cet espace, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez vu? C'est-à-dire que les années que vous allez mettre vis-à-vis de la lumière, 700, si vous partez à 1000 km/h, c'est vis-à-vis maintenant de cette notion de calcul. C'est-à-dire, oui, le mec, il va crever, il n'y sera même pas. Vous voyez? Donc maintenant, si on pense à l'envers, si on fait ce paradoxe comme eux ils disent, en fait, le gars qui va revenir à la vitesse de la lumière, on va dire, même si on prend la charge, c'est-à-dire que sur 1000 km, en un an, tu vas parcourir tant. Parce que tu vois, c'est par heure. 1000 km/h, tu as combien? 24 heures. Donc tu vois, ça fait 24 millions de kilomètres, tu vois, etc. Tu fais ça pour une année. Et maintenant, tu calcules, par exemple, sur une année, donc le tour de la Terre, et tu vois les distances par rapport à la vitesse et par rapport au temps que tu vas mettre. Donc la personne, en fait, elle n'arrivera jamais au bout, puisque si elle vit 100 ans, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut calculer la distance qu'il va parcourir pendant ces années-là, à 1000 km/h, ou l'autre qui est instantanément, parce qu'on sait que, enfin, quand je dis la vitesse de la lumière, c'est observable. Hein. Après, effectivement, pour le moment, il faut aller aussi plus loin. Parce que moi, je trouve une chose, je trouve qu'en fait, la lumière, elle a plusieurs vitesses. On ne la comprend pas encore actuellement. Elle a toutes les vitesses. Mais elle peut pas l'avoir, là où Einstein et vous confondez, elle ne peut pas avoir en fait la vitesse de la lumière au niveau des matrices. C'est-à-dire que d'elle-même, elle ne peut pas autoriser l'être humain, par exemple, à atteindre tout de suite ce niveau-là, parce que c'est lié au rayonnement. C'est une notion qui est liée au rayonnement. Quand je parle de rayonnement, c'est-à-dire que c'est les atomes entre eux. Nous, notre physique, elle est liée au magma de la Terre. C'est-à-dire que aux yeux de la physique, hein, dans le quantique, à l'échelle du quantique, il n'y a plus cette notion. Comme nous, on entrevoit comme ça naturellement, juste un observateur comme ça ordinaire. On est obligé de prendre en considération la température et les mouvements. Donc à partir de là, c'est ce que je vous explique, c'est que la nature elle-même, aujourd'hui, elle en est là. Elle en est à cette propriété. Nous, on ne peut pas avoir une charge physique de vitesse de lumière. C'est impossible. C'est pouf, tu deviens, je veux dire, c'est instantanément, tu disparais. Il est où, Albert? Tu vois? Oh merde, là, il va falloir que je dise, bon, vous vous débrouillez, les gars, vous lui expliquez. Non. Enfin bref, vous connaissez le délire. Bref, ce que j'essaie de faire la relation, c'est vraiment entre la distance et quand on parle physiquement ce qui se passe dedans. Donc, il ne faut pas mélanger l'être humain
et le parcours qu'on va faire dans un objet qui, lui, va à cette distance-là. Parce que ce n'est pas notre corps physique qui y va, vous comprenez? C'est comme le TGV, c'est comme une voiture, c'est comme... Donc là, il faut calculer par rapport à ça. Donc il faudra à tant de vitesse, tant d'années-lumière, quand on parle à la vitesse de la lumière. Je ne sais pas si vous me saisissez. C'est-à-dire que si le gars, il a la chance d'avoir un objet qui va à la vitesse de la lumière, il peut se dire, il peut programmer que lui à l'intérieur, il va vivre 20 minutes, comme vous, 20 minutes, mais dans un trajet par rapport à la loi qu'on connaît ici, les 300 millions de kilomètres heure. Mais après, ça a été 1 milliard. Maintenant, ils sont montés à 1 milliard. Ils disent que la vitesse, elle va à 1 milliard. Mais c'est paradoxal. Parce que égal MC2, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. C'est pour ça que je leur ai dit, mais en fait, égal MC2, en fait, c'est pas égal MC2, c'est égal au carré, mais justement, c'est exponentiel. C'est-à-dire que c'est au carré, oui, mais dans toute sa masse. Et heureusement qu'il n'y a pas ça partout, puisqu'on ne pourrait pas exister. Il ne pourrait pas avoir que de l'énergie de lumière partout. Hein. C'est comme si on parlait de fusion, là, c'est la fusion, tu vois, c'est fusionnement chimique. Donc il ne faut pas mélanger cette notion, parce que grâce à la lumière, Einstein, il a pu donner cette équation réelle physique, mais grâce à la lumière, hein, comme une lampe, etc., c'est-à-dire l'énergie que vous voyez dans l'ampoule. Cette énergie-là, elle est tenue, elle est maintenue par des gaz, etc. C'est des systèmes, tu vois, physiques. Et c'est cette relation qui nous permet, nous, physiquement, d'avoir un point de repère, il ne faut pas le rendre paradoxal. Mais c'est vrai que dans les recherches, c'est très bien ce qu'ils ont fait pour déterminer quand même les choses. Donc les calculs sont valables, mais c'est bon pour de la fiction à ce moment-là, de dire que le gars, il devient plus vieux ou moins vieux. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Donc il faut bien saisir le sens de le chemin parcouru par le mec qui a pris, on va dire, même si on leur donne même le chemin le plus court. Hein. Par contre, oui. Par contre, ce qu'on peut dire, sur une très courte distance, par exemple vis-à-vis des 103 ou du TGV, on peut donner instantanément. C'est-à-dire que le TGV, on va dire qu'il n'a qu'un petit wagon de 10 mètres, on va dire sur 20 mètres ou sur 100 mètres, vous voyez, il va mettre presque... Non, s'il n'a pas un point de départ comme ça... Ah si, le TGV qu'ils ont fait là dernièrement, franchement, il est super rapide au Japon, avec le supratomique, là, voilà, c'était... bon, c'est une échelle encore où il faut comprendre... le subatomique, il faut comprendre un peu les systèmes d'azote, il faut comprendre un peu la température et le mouvement, en fait, au bout du compte. C'est-à-dire que les noyaux, plus ils sont ordonnés, plus nous, on pourra gérer tout ça. Et moins on peut les ordonner, et moins on a les capacités, justement, de créer des synthèses. Donc ça peut amener à des paradoxes dans les raisonnements, après. Donc voilà, voilou, en fait. Et sur Interstellar... En fait, j'ai pas envie de spoiler, mais je peux le mettre. Hein. Je peux le mettre. Là, je ferai une vidéo dessus. En fait, je vais mettre juste le début. Je vais vous expliquer que, en fait, Interstellar, il y a 3 paradoxes dedans. Il y en a 3. Il y a le phénomène de la bulle, là où il traverse un trou noir. Il y a le trou noir gargantuesque à la fin, là où il se jette avec la machine. Et il y a le fameux... c'est la même chose, en fait. C'est relatif. En fait, c'est le même paradoxe, au bout du compte. Ils ont juste mélangé 2-3 trucs dedans, mais c'est la même chose, c'est la même base. Donc ça fait un paradoxe, parce que vous verrez, je vais en parler. Et il y a aussi le barbier, là, quand il vieillit, ça c'est un autre paradoxe. Et surtout, le plus gros paradoxe de tout, hein, et moi c'est là où je dis que les gars, ils se foutent vraiment de la gueule du monde dans leur analyse, tellement ils n'ont pas trouvé, tellement ils n'ont rien trouvé pour le scénariste, il était bloqué. Et qu'est-ce qu'il a eu comme idée de génie? C'est encore une fois une autre jambe de Jupiter. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a amené l'acteur à la base? Quand vous voyez quel est le déclencheur clé du film, c'est-à-dire que le déclencheur clé du film, c'est que l'acteur principal du début se retrouve à un moment donné face à cette en fait, base secrète où justement il croyait qu'il allait mourir avec sa fille, etc. Enfin, c'était pour rigoler quand il lui bouche les oreilles et qu'il leur dit ouais, est-ce qu'il va y avoir du sang en gros ou quoi? Enfin, il pensait que, tu vois... Ils ont rigolé, etc. Ils ont dit non. Mais en fait, quelque part, c'était pire parce que l'autre, il leur mentait et il faisait ça juste pour pas, en fait... il sait qu'il a fait une erreur quand il arrive. Il avait fait une erreur. Enfin, bref. Donc, ce vieux-là qui a envoyé les gars, c'est un paradoxe d'arriver à lui, d'arriver à cette zone. Pourquoi? Comment il est arrivé là? C'est quand, en fait,
il y avait la fenêtre, il y a un courant d'air à un moment donné, il y a une fenêtre qui s'ouvre et il y a du sable. Vous avez vu où ils vivent, il y avait du sable. De toute façon, pendant cette période-là, au début, quand vous regardez le film, ils ont un problème climatique. Donc ce sable-là, lui, par au-dessus, en fait, il avait demandé, en gros, quand on voit le film, il était en train de leur envoyer le code. Et comment, lui, au début, il part, il va là-bas, il se souvient de tout, il faut pas, même lui, il dit que pour régler, il faut que je retourne. Tu comprends ce que je veux dire? Et à un moment donné, en fait, il voit sa fille, il revoit son scénario, mais comme il l'a vécu au début, il aurait pu se souvenir de tout ça, comme il l'a vécu au début. Pourquoi il n'y a pas eu de manifeste de dialogue? Parce que ça aurait cassé le scénario. Vous comprenez où il est le paradoxe? Parce que les gens, ils vont tilter sur une chose, ils vont dire, bah ouais, c'est con, pourquoi il a commencé à mettre sa main? Il savait que sa fille avait raison. Donc, qu'est-ce qu'il lui restait à faire, à penser à partir de là? On va dire, c'est d'aller, au moins, d'aller dans un raisonnement, de se dire, bah, je vais aller directement, il observe autour de lui, et il voit bien que il est dans la tête. En fait, c'est comme si il s'était transformé, qu'on l'avait tellement porté dans les neurones de sa fille. Et que là, il a l'image, en fait, de tout ce que le cerveau crée dans les souvenirs. Voilà, en gros, c'est ça. Et par rapport à ça, ils ont envoyé Moi, la seule chose que j'ai trouvé jolie, c'est en fait le lien avec l'amour. Parce qu'il y a des ondes, on peut dire, et que quoi qu'il arrive, ces ondes-là, elles sont là. Donc si les personnes sont là ou pas là, au bout du compte, ils ont tellement répété les choses qu'on sait déjà en vrai ce qu'ils pensent. C'est juste que les gens, malheureusement, dans ces choses-là qui sont très compliquées, ils ont besoin de le réaliser, de le voir, pour vraiment après se dire oui, c'est bon, tu vois. Et ça, c'est compréhensible. Ça, c'est inné chez le cerveau. On ne peut pas. Donc, tant qu'on n'a pas compris la nature, on sera toujours, on va dire, attiré par notre cerveau. En fait, on l'a habitué à polluer en fait ce qui remonte naturellement. On va souvent se rajouter des idées, comme Achille et la tortue, le paradoxe du grand-père, etc. Vous avez vu? Mais ça, c'est très bon. Ça, c'est très très bon dans le sens recherche. Mais c'est vraiment très négatif quand vous voyez qu'autour, la télé, tout ça, en fait, ils abusent là-dessus et ils savent qu'il y a des gens, la télé, c'est officiel, quoi. Sinon, ils sont censés quand même avoir une certaine tenue et ils se foutent de la gueule du monde, mais réellement, parce qu'ils sont conscients de tout ça. Et ils continuent d'ailleurs aujourd'hui. Donc eux-mêmes, ils créent des paradoxes. Hein, on connaît certaines écoles maintenant, c'est bon, hein. Bon, j'y reviendrai. Donc, j'espère que vous avez compris ce système entre l'espace et le temps, qui est en fait juste une notion de mesure vis-à-vis de le point de repère qu'on a par rapport à la physique de la lumière, qui peut nous permettre après de faire des calculs cosmologiques vis-à-vis des soleils, vis-à-vis des mouvements, vis-à-vis de l'ensemble en fait des distances entre elles et même le schéma, on va dire, diagramme des nombres énumérés justement, puisque c'est lié à leur racine angulaire, leur mouvement, leur circonférence, et tous ces calculs-là, en fait, les résultats, au bout du compte, donnent un diagramme. Quand vous arrivez aux égales, 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 et que vous faites les points, et chaque densité par rapport à leur circonférence intérieure des successeurs vont vous donner en fait un volume. Et dans l'espace, il n'y a rien de... C'est très très rare que vous allez observer des lignes droites, on va dire. C'est que des courbes, tout le temps. La nature, elle fabrique énormément de courbes. C'est dans ces fractales que vous pourrez y voir, et dans certaines conditions aussi, qu'on peut remarquer des lignes droites. Mais c'est des cas spécifiques, en fait. Et on le voit dans la structure. Donc, bon, après, c'est vrai que tout ça, c'est intéressant. Je reviendrai sur les calculs, en fait, parce que là, maintenant, c'est très bien le fait qu'il nous ait donné l'âge par rapport au rayonnement rouge, parce qu'en fait, il faut comprendre que ce rayonnement rouge-là qu'ils ont vu, en fait, ils l'ont amalgamé. Parce qu'en fait, ils disent que la lumière et le rouge, ils sont liés. Après, il y a le vert pour faire le jaune. Ça, c'est indéniable dans un certain sens, mais ils ont oublié le bleu. Moi, je reviendrai toujours sur le bleu. Parce que le bleu, c'est le plus important. Le bleu, il est même avant le rouge. Ils ne le comprennent pas, ça. Il y a le bleu, le rouge et ensuite le vert pour avoir le jaune. Et en fait, je vais vous faire comprendre même comment ça fonctionne dans la fusion à l'intérieur des éléments. Il y a des parties qui vont créer des grumeaux. Et comment ça se produit? Ça se produit en fait, et c'est réel ce que je vous dis là, c'est vraiment... parce qu'en fait, c'est l'histoire, c'est son histoire qui fait ça. C'est-à-dire que nous, dans l'espace, c'est parti de rien. Nous avons un espace à la base qui est vide et qui aujourd'hui a un poids énorme par rapport au départ. Donc on ne peut pas
on ne peut pas négliger cette partie-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont créées à partir de rien du tout. Et ça, c'est réel, c'est quelque chose vraiment de fondamental dans la physique. Et c'est ça qui nous amène à beaucoup, beaucoup d'impasses, beaucoup de blocages. On colle sur des calculs, on colle sur des phénomènes, on colle, vous comprenez? Et le fait de concilier l'ensemble des métaphysiques, en fait, on va dire des thèses, des théories, et au bout du compte, on arrive à conjuguer concrètement, physiquement, avec des tests. C'est comme ça qu'on gagne, la chose nous gagne encore plus. C'est quand on arrive après à créer des objets, à créer des éléments, grâce à ça. C'est-à-dire que sans ça, c'est impossible. C'est vraiment l'outil qui a permis de réaliser la chose. Et à partir de là, dans notre cerveau, ça devient en plus fluide. Et on se dit souvent, putain, mais c'était con en fait. Enfin, je me comprends quand je dis ça, c'est parce qu'on sait qu'au bout du compte, quelqu'un qui fait des mathématiques et commence à comprendre qu'est-ce qu'un mathématicien, quand il commence à vivre en fait ces étapes-là, de faire des lignes, de comprendre qu'est-ce qui se passe, etc., de ne pas être tout le temps, on va dire, engouffré dans des calculs et plus raisonner, en faire, à plus savoir ce qui se passe, ça c'est vraiment très très mauvais, je vous assure. Il faut vraiment s'arrêter, même si on fait plein de lignes, on va dire, il faut s'arrêter et revoir après. À la fin, il faut pas, même si on est engouffré parce qu'on s'est dit, ouais, je vais me lancer, là, je vais essayer d'aller au bout, et des fois, on y arrive, et des fois, c'est vraiment très long, il faut le faire ça en 2-3 étapes, des fois 4 étapes, pour arriver à un bout simplement, qui vous permet en fait de créer une petite équation avec ces ensembles-là, et ça vous donne en fait une matière plus souple, plus facile. Ah, vous dites mince, et c'est magique en plus, mais malheureusement, il faut passer par toutes ces étapes. Et à un moment donné, ça s'arrête, puisque vous comprenez qu'à un moment donné, justement, vous avez l'ensemble des ensembles. Et à partir de là, elle vous montre que maintenant, vous pouvez aller dans tous les temps comme ça. Et tous les temps seront toujours homogènes. Vous n'aurez plus de trous, plus de bordures dans vos calculs. Vous aurez chaque nombre de chiffres dans les fonctions. C'est-à-dire que le plus grand nombre de chiffres ne bouge pas. Vous comprenez? Et c'est à l'intérieur, dans les nombres de chiffres, qu'on va s'amuser, mais en trouvant le centre. Et en trouvant ce centre-là, c'est compliqué, mais on peut y aller qu'en amont. Donc le zéro, il faut comprendre que le zéro n'existe pas. Au bout du compte, c'est la pièce d'une même phase. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le spin, c'est le plus attaché. Et quand on voit comment un spin est fait, c'est comme si on prenait une aiguille, mais qui est un peu plus large, on va dire, vers le bas. Vous voyez? Non, c'est vers le haut, pardon. Ok? Donc si on la regarde, nous, comme ça, en tant qu'observateur classique, nous allons avoir en fait un phénomène qui montre qu'il y a de l'énergie tout autour et qu'elle est poussée en fait de bas en haut, mais c'est asymétrique vers le centre. Vous comprenez? C'est comme si vous mettez une aiguille vers le centre, mais elle est un peu en cône. Vous comprenez? C'est un peu ce phénomène-là qui se passe dans la matrice, c'est-à-dire à l'infime. Et dans le mouvement en fait de l'amont, alors là pour comprendre justement, il faut arriver à calculer l'amont et à voir comment ça se passe à l'intérieur. Et justement, c'est homogénéisé depuis le commencement. Ce que j'essaye d'expliquer là, pourquoi je dis ça, c'est parce que dans un soleil, par exemple le nôtre, on peut, avec son histoire et les spins qu'il y a eu au départ, parce qu'il y en a eu d'autres au fur et à mesure, vous voyez, ceux-là se sont plus corrélés que les autres à l'intérieur, dans cette fusion, parce que tout est défragmenté, tout est mélangé dedans. Vous comprenez, c'est vraiment un truc de dingue, parce que la chaleur, à part dans ces spins, à part là où vous allez voir où c'est le plus blanc que blanc, parce que nous, on voit jaune, on voit des rayonnements, on voit des choses, mais en vrai, tous les soleils sont vraiment d'un blanc presque pur, mais justement, c'est lié à son histoire, c'est lié à sa fusion à l'intérieur, comment ça s'organise. Parce que chaque chose n'a pas de hasard, malgré que c'est, on va dire, désordonné pour nous vis-à-vis de cette température, puisque bien sûr que l'atomique à l'intérieur, ça va à la vitesse de la lumière et ça la dépasse. Enfin, pas dans notre système. Après, ça dépend des zones où ils sont. Et en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, notre âge, il en est là. Quand on parle de l'âge de la matrice, c'est lié à tous les éléments. C'est-à-dire que la fin des temps, c'est lié à cette échelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans des générations lointaines, vraiment, je vous assure, là, ils ne se verront plus, ils vivront de plus en plus vieux jusqu'à vivre éternellement. Et dans cette physique, dans cette même loi physique, ils rejoignent en fait tous nos morts. Ça va être compliqué à faire comprendre.
Enfin, pour moi, c'est comme ça. Et vraiment, dans l'étoile, je vois les lois physiques, je vois... Et en plus, ils sont pas si loin que ça, hein. Enfin, quand on regarde dans l'ensemble, tout le monde est en train de bouger. Et depuis le commencement, en fait, c'est comme ça. C'est comme pour les lapins. Comme on avait vu avec Michael Lyonnais, les lapins, tous les 2 mois, vous n'avez qu'une naissance. Il faut attendre 2 autres mois pour que les 2 autres lapins qui sont venus fassent 2 autres et que les 2 autres qui naissent, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'espace, la nature fait bien les choses pour chaque espèce. Vous comprenez? Et nous sommes la seule sur Terre on est les seuls à pouvoir dépasser ce quota-là. Donc maintenant, il y a quand même une prépondérance à tout ça. C'est-à-dire que si on imagine, par exemple, que tout le monde va quelque part après, hein, là, on met cette hypothèse, il faut bien qu'il trouve un emplacement. Il faut bien que, je veux dire, il y a tout cet espace aussi. Mais comme les lois physiques vont changer, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Les lois physiques vont changer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la matrice elle-même, elle n'aura plus rien à voir à aujourd'hui. Elle aura pris de la maturité dans la durabilité. Donc, on y reviendra. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans des choses complexes comme ça. J'ai envie de prendre des éléments de science comme ça, même s'il y a des gens qui veulent me critiquer ou quoi que ce soit. Moi, je leur dis, parlez avec eux, puisque moi, je vous amène des éléments physiques. Hein. Justement, je déteste les paradoxes, mais je m'amuse avec. Mais quand on parle sérieusement, je suis désolé. Là, on est sérieux dans sa tête. Donc, à partir de là, il y a des moments, bien sûr, tu vois, même en enchaînant comme ça, il n'y a pas de souci, parce que c'est des réflexions. Mais je parle toujours dans le sens après concret, quoi. Donc voilà, on y reviendra à tout ça. Hein. Donc on va émettre tout ça et on va voir en fait une machine biologique avec une source qui est au centre de tout et autour d'elle, en fait, c'est infini, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de bordure. Et il n'y a pas de fond. Le fond, c'est la matrice, c'est tous les commencements. C'est là où on peut poser pied pour nous en façon de parler, quoi. Mais à l'échelle en fait de la nature réelle, nous sommes encore en train d'être créés. Nous sommes dans une autre jonction. Il y a eu plusieurs jonctions dans la création. En fait, la jonction, comme je vous ai dit, c'est comme quelqu'un, avant de commencer un travail, il faut déjà y penser dans la tête. Il faut réaliser déjà une chose dans son cerveau. Et une fois que c'est réalisé, là, on a réalisé simplement une chose. Donc, on a tous les schémas. Vous comprenez? Donc, déjà, la jonction, elle était le travail de ce dernier. Il fallait déjà penser à tous les détails pour pouvoir avoir un ensemble, concrètement, dans la tête qui est homogène avec les calculs. Après, à partir de là, vous avez la deuxième jonction, à réaliser concrètement la chose, c'est-à-dire sur le papier. Vous voyez? Donc là, à partir de là, vous allez faire comme un architecte ou comme tout le monde, vous allez exposer comme quelqu'un qui fait un jeu, tout ça, vous allez mettre les scénarios, les machins, les calculs, après au binaire, etc., etc. Vous avez vu, c'est tout un travail pour réaliser un objet fini, ou on va dire limité, mais fini dans son espace, quoi. Vous avez compris. Donc à partir de là, il est facile à comprendre, je vais terminer dessus, il est facile à comprendre qu'en vrai, c'est juste une question de dimension. Le problème, c'est qu'il faut comprendre que nous sommes encadrés physiquement déjà avant même d'avoir existé. Parce que sinon, ce n'est pas possible. C'est la même chose que ce qui vient de dire que vous ne pouvez pas être né et pas être né en même temps. On ne peut pas créer quelque chose de connexe dans un même connexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un commencement, un seul Big Bang comme ça, dans un espace qui n'existait pas. Tout simplement. Il faut bien quelque chose, vous comprenez? Donc l'annexe, c'est ce qu'on ne comprend pas. Parce que dans les lois physiques, aujourd'hui, dans la manière dont ils vont diverger, ils confondent l'infiniment petit, ça n'existe pas. C'est le même paradoxe, l'infiniment petit. C'est comme je vous ai dit, vous voyez une feuille de papier? Enfin, j'aime bien, je finis là-dessus. Non, voilà, c'est ça, c'est justement. Regardez, cette feuille de papier, je finis sur ce raisonnement-là. On va le mettre dans une bassine. Je vais prendre une petite bassine, là, je le laisse dedans, dans la bassine. Et ce papier-là, je prends une autre bassine, mais je mets beaucoup de sel dedans. Beaucoup, beaucoup de sel. Le même papier, il sera sans croix ni rond, c'est rien du tout, tu vois. Donc, je lâche et je laisse le temps. On accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Qu'est-ce qu'on voit? Dans l'infiniment petit de ce papier, c'est-à-dire tous les éléments qu'il y a qui ont réussi à créer en fait cette matière, hein, toute sa synthèse, elle va se dissoudre. Ça va se dissoudre. Si on observe, on verra même comment c'est un peu fait. Vous voyez, on verra
Vous avez déjà vu un papier dans l'eau, comment ça se détache, etc. Ben, on voit même dans sa structure, son espace, on commence à voir tous ces trucs-là qui commencent à se dépicher, à aller dans l'eau, à se balader un peu partout. Et à un moment donné, ça va même quitter la bassine. C'est-à-dire que si on avance, on avance, on avance, on avance, il n'y aura plus rien dans les deux bassines. Mais par contre, il y en a une qui sera beaucoup plus longue que l'autre. Ça dépend de la quantité de sel. Parce que tout ce qui est saline va brûler plus rapidement, va éthérer plus rapidement ce papier. Donc, quand on prendra des analyses fur et à mesure, on va dire dans des petits tubos, à chaque fois, tous les jours, en accélérant en fait, donc on peut facilement imaginer qu'à un moment donné, on voit comment ça s'est évaporé dans l'air. Vous savez, l'eau fait des nuages, hein. Donc bah, c'est la même chose. Donc c'est ça qu'il faut imaginer, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se perd. Vous, là, dans ce raisonnement-là, le papier, il est toujours là, il est toujours dans cet espace. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Donc à partir de là, c'est paradoxal, c'est pas possible. Vous créez un autre papier qui est toujours là finalement, dans la bassine et qui est infiniment petit tout le temps. Elle se dépiche tout le temps, elle se dépiche tout le temps. Mais en fait, ça va partout, c'est en train de changer, ça a été bouffé par ça, c'est devenu une autre alchimie qu'on connaît, qui va tomber sur les terres et ainsi de suite, et voilà. Et il y a les polluants, comme on dit, tu vois, bah ça c'est ça aussi, c'est quand vous cramez les choses, bah ça se balade, ça reste pas là dans l'infiniment petit, hein. C'est pour ça ils sont complètement à la ramasse, hein. Physiquement parlant, je veux dire, c'est grave quand même d'arriver à un niveau d'établissement, en plus avec la sélection qu'ils font, et d'amener des gens qui touchent des subventions avec autant de conneries dans la bouche. Comment voulez-vous que les gens, on ne les manipule pas après avec des lobbies? Je veux dire, à partir de là, il faut réaliser qu'un enfant, quand il naît, c'est comme une cassette vierge. Ça dépend de son environnement. Bon, on va finir là-dessus. À bientôt. Pour ceux qui arrivent, vous voyez le replay, franchement, c'est super intéressant. Et je ferai une vidéo avec Interstellar.